bonjour à toutes et à tous. On continue aujourd'hui notre examen du rapport parlementaire sur les risques naturels en Outre-mer, la seconde partie. L'idée, c'est de voir un peu ce que le rapport dit sur comment mieux prévenir, donc anticiper, et puis comment adapter les territoires pour réduire leur vulnérabilité. On va regarder les pistes, mais aussi les freins. Oui, tout à fait. Et juste pour qu'on soit clair, un petit rappel rapide. Le risque, c'est toujours la combinaison de deux choses. D'un côté, l'aléa, bon, ça, c'est la probabilité qu'un truc arrive, genre une inondation, un séisme. Et de l'autre côté, l'enjeu, c'est-à-dire ce qui peut être touché. Les gens, les maisons, les routes, l'économie, quoi. Donc, plus l'aléa est fort ou plus il y a d'enjeux, et bien plus le risque est grand. Simple. D'accord, c'est clair. Alors, allons-y. Ce qui ressort assez vite, c'est que les outils de prévention existent, mais leur application sur le terrain, c'est compliqué. Prenons les PPRN, les plans de prévention des risques naturels. Le rapport est assez direct là-dessus. En Guyane, à Mayotte, en Polynésie aussi, souvent, soit il n'y en a pas, soit ils sont vieux, plus du tout à jour par rapport au climat qui change, à la population qui augmente. Il faut vraiment les actualiser. Mhm. Et même quand ils existent, il y a un souci d'acceptation. Surtout là où l'habitat est informel. Les gens voient ça comme des règles un peu abstraites qui collent pas forcément à leurs besoins urgents. Exactement. Et ce problème d'application, on le retrouve aussi côté financement. Le fonds Barnier, qui est fait pour ça, pour la prévention, paradoxalement, il est très peu utilisé en Outre-mer. Ah bon? Pourquoi ça? Les collectivités. D'accord. Mais il y a quand même une exception, non? Le plan séisme Antilles. Oui, voilà. Le PSA, lui, il absorbe quasiment tout, plus de 80% des crédits Barnier pour l'Outre-mer. C'est énorme. Ah oui, quand même. Du coup, ça crée un sacré déséquilibre. Et une recommandation clé du rapport, c'est justement de mieux répartir cet argent, de mettre au moins 5% vers les quartiers informels, qui sont hyper vulnérables. Aujourd'hui, c'est moins de 1%. Moins de 1%. C'est dérisoire. C'est très peu, mais bon, ce serait déjà une reconnaissance du problème, quoi. Et ça nous amène direct à la question des maisons, des bâtiments. Le rapport insiste beaucoup sur l'habitat précaire, l'habitat informel, construit souvent n'importe comment, dans des zones dangereuses. On pense à Mayotte, la Guyane. Oui, c'est un énorme défi. Et pourtant, il y a une loi, la loi Letchimy de 2011, elle devait aider à intervenir dans ces quartiers. Pourquoi elle marche si mal? C'est un mélange de choses, le manque d'appropriation locale, comme pour les pépélrennes, mais aussi, faut le dire, le manque de moyens pour les collectivités, la complexité du foncier parfois. C'est vraiment un nœud. D'accord. Et même le plan séisme-Antilles dont on parlait, avec tout l'argent investi, il peine à transformer tout le bâti. Oui, il y a eu des progrès sur les bâtiments publics importants, les préfectures, etc. Mais on lit que plus de la moitié des élèves sont encore dans des écoles pas aux normes sismiques. C'est fou, non? C'est énorme, oui. Ça montre l'ampleur de la tâche. Et pour les logements privés, les maisons des gens. Là, le rapport dit qu'il manque une vraie stratégie pour aider à sécuriser ou adapter. C'est un peu ça, oui. Il n'y a pas de vision d'ensemble claire pour le bâti privé courant. Et puis, dernier point, mais pas des moindres, la culture du risque. Ah oui, Elle existe, attention, il y a des initiatives, hein. La journée Tous Résilients, le projet Parepo Paré à La Réunion, qui est assez connu, c'est bien, oui. mais ça reste inégal. Et la vraie question, c'est comment on touche vraiment les plus vulnérables, ceux qui vivent dans ces quartiers précaires, qui sont les plus exposés, mais souvent aussi les plus difficiles à atteindre avec l'information classique. Bonne question. Alors, si on essaie de synthétiser, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée principale, c'est vraiment qu'il faut que les outils, les financements, soient beaucoup plus connectés au terrain, non? Exactement. Il faut que PPRN soit mieux accepté localement, que l'argent aille vraiment là où c'est le plus urgent, comme dans l'habitat informel, et que les politiques partent des vrais besoins des gens sur place. C'est ça pour être efficace. C'est tout à fait ça. Le rapport, il propose pas mal d'ajustements, hein, sur les outils, les fonds, les plans, c'est nécessaire. Mais si on prend un peu de hauteur, Oui, face à l'ampleur du problème de l'habitat informel, face au changement climatique qui s'accélère, et puis face aux difficultés qu'on voit à appliquer les règles, est-ce que ces ajustements techniques et financiers suffiront? Ou est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un changement d'approche peut-être plus fondamental pour vraiment accélérer la mise en sécurité de ces territoires et de leurs habitants de manière durable? Voilà, c'est la question qui reste ouverte, je trouve.